peut-être vous vous demandez où va le monde. Moi, en tout cas, je me pose la question. Et c'est pour ça que je reçois Guy-Philippe Goldstein, que j'ai déjà reçu sur mon podcast, mais on va cette fois-ci parler de science-fiction et comment la science-fiction peut nous amener à nous poser les bonnes questions ou à envisager le futur à 20 ou 30 ans. Je trouve que c'est un sujet qui est évidemment essentiel. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a fait la remarque sur le compte Instagram du podcast et qui m'a posé la question. Et du coup, j'ai décidé de recevoir Guy-Philippe pour cette raison. Donc, si vous aussi, vous vous posez des questions, si y a des sujets que vous aimeriez traiter, le meilleur endroit pour le faire, c'est encore le compte Instagram du podcast qui s'appelle Vlan Podcast, tout attaché. Donc, VLANPODCAST. Donc, rejoignez-nous là-bas. Et comme ça, on pourra beaucoup mieux, je pense, interagir. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, je suis avec Guy-Philippe Goldstein que j'ai déjà reçu sur ce podcast, mais aujourd'hui on va parler d'un sujet différent, on va parler un peu de ta passion finalement, ce qui t'a amené à ton métier qui est la science-fiction. Et en fait, autant se le dire tout de suite, moi je suis pas un passionné de science-fiction, j'y connais pas grand-chose en réalité. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'on est dans une société qui bouge énormément. Il y a Lévy qui dit qu'on qu'on passe à travers 5 révolutions parallèles. Et du coup, comme il y a énormément de choses qui bougent, ça devient très compliqué d'envisager le futur ou d'envisager comment les choses vont bouger. Et ce que j'ai vu et qui m'a intéressé, c'est que des marques comme Nike ou Boeing payaient des écrivains de science-fiction pour prévoir leur futur. Comment ils vont pouvoir avoir comment ils vont pouvoir s'envisager dans les années à venir. Et là, du coup, nécessairement, j'ai pensé à toi. Tu as bien fait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement son métier, donc j'aimerais bien qu'on en parle ensemble parce que je trouve ça passionnant. Et c'est vrai que, alors, on peut penser à comment, par exemple, le film Minority Report a eu des impacts sur tout ce qui est le toucher sur son écran, mais on voit aussi, par exemple, quand on regarde Black Mirror ou Westworld, on envisage ou on a peur, etc., etc. Je voudrais que toi, tu nous expliques, enfin, peut-être la première question, c'est raconter un peu ton histoire, c'est-à-dire comment t'es passé de la science-fiction à la cybersécurité. Est-ce que tu peux nous expliquer ça dans un premier temps ? Alors, avec grand plaisir. C'est une histoire, un petit peu rigolote, en fait. Il y a pas mal de temps, on va dire, il y a 20 ans, en fait, j'ai été très marqué par ce qui commençait à émerger, à la fois dans la littérature un petit peu scientifique de questions de sécurité nationale, et, sur les questions de cyberdéfense, cybersécurité, ou ce qu'on appelait encore un petit peu à l'époque la guerre des hackers, hacker warfare. Il y avait un papier de chercheur de la Rand Corporation, John Arquilla, en particulier, qui s'appelait Cyber War is Coming, et ça m'avait beaucoup frappé. Et puis alors, pour dire les choses, mais pour te montrer le lien avec le sujet, comme peut-être beaucoup de gens à l'époque, j'ai été très marqué par Terminator 2 et Skynet. Voilà, la puissance d'un système informatique qui serait capable, parce qu'il contrôle des armements du Pentagone, de déclencher lui-même la guerre. Bon. Et là-dessus, ça a un petit peu commencé à carburer dans mon cerveau. À une époque aussi, pour des choses... je me souviens, c'était il y a 20 ans, c'était en 96, en Israël. J'étais là pour un stage, donc je m'ennuyais pas mal. Et j'ai commencé à écrire un roman qui a fini par sortir 11 ans plus tard, parce que je suis très lent, et qui s'appelle Babel Minute Zéro. Et qui était une forme de fiction, un scénario sur un cyberconflit entre la Chine et les États-Unis, avec en son cœur un agent du renseignement américain, une femme senior d'une 40aine d'années, qui s'appelle Julia O'Brien, où en gros elle se rend compte rapidement qu'un conflit sur base de cyber entre la Chine et les États-Unis risque de dégénérer assez rapidement, et elle doit prévenir son ancien amant et contact à Washington DC, qui n'est autre que l'actuel président des États-Unis d'Amérique. Bon. Mais surtout derrière ça, il y avait l'idée d'explorer ce que pouvait être un cyberconflit. Il faut croire qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de fiction autour de ça. Je sors le bouquin en 2007 en France, en avril 2007, juste quelques semaines ou presque au même moment où il va y avoir le premier type de cyber-guérilla, cyber-conflit entre la Russie et l'Estonie.
Je crois que c'était Wired qui avait appelé cet épisode-là Web War One. Et donc, on est un petit peu frais. Et puis, le bouquin sort en France, où il y a une audience intéressée, où c'est marrant parce que le public français, en tout cas la critique française, regarde beaucoup l'aspect Chine, puissance émergente. On est en 2007. Hein. Donc, ce qui était déjà à l'époque le grand atelier du monde pouvait peut-être commencer à se transformer en grande puissance, ce qui est avéré aujourd'hui. Et on n'avait pas beaucoup, finalement, évoqué la question de fond du bouquin, qui est celle de cet armement cyber. Et puis, 2 ans plus tard, il y a des gens du MIT, une personne qui malheureusement est décédée depuis, du Computer Science Artificial Intelligence Lab, qui me contacte parce qu'il a entendu parler du bouquin, à ma grande surprise. Il est français, je lui envoie et on commence à échanger sur ces questions cyber, parce qu'on est aussi à une époque où, chez les Américains et peut-être ailleurs, on se rend compte qu'effectivement, ce type d'armement risque de changer un petit peu la donne, et peut-être qu'on a besoin d'un peu de scénario pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis alors, 2 ans plus tard, le bouquin sort en Israël en 2010, et en 2011, sur Facebook, il y a une jeune demoiselle en bikini et un petit monsieur barbu qui m'interpelle, et je regarde qui est le petit monsieur barbu, et en fait, c'est... à l'époque, le chairman de l'agence spatiale israélienne et aussi du Conseil national pour la recherche et le développement. Donc je me dis, c'est bien, on se fout de ma gueule. On me fait une blague. Mais en fait, effectivement, on me demande de venir parler en Israël pour ce qui est à l'époque la première conférence sur la cyberguerre. Et là, je me rends compte que mon bouquin a une certaine audience en Israël, en particulier auprès des personnes qui s'occupent, on va dire, de façon professionnelle des questions de cyberdéfense, jusqu'au niveau du Premier ministre Netanyahou, que je rencontre, et qui apparemment avait lu le bouquin. Alors j'étais évidemment, tu peux l'imaginer, un petit peu surpris, mais je pense que, en fait, le livre est arrivé à un moment intéressant, important en Israël, où on avait saisi depuis pas mal de temps l'importance de ces questions de cyberarmement, mais on s'était posé effectivement la question de quel degré d'importance donner à cet univers-là. Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est super stratégique ? Et donc, le professeur Barbu que j'évoquais, en fait, le professeur Yitzhak Ben Israël avait été en charge à l'époque par le Premier ministre de mener une task force sur la cyberdéfense, la question de la cyberdéfense. Et d'ailleurs, de cela a découlé plusieurs décisions en termes de création d'institutions, d'investissements sur le cyber. Mais Ben Israël avait donné à lire donc mon petit roman, traduit en hébreu, à Netanyahou. Je pense que l'idée, c'était essayer d'embarquer un petit peu même l'imaginaire donc d'un dirigeant pour bien essayer de se rendre compte de quoi il était question. Bon. Et voilà. Et à ma surprise, effectivement, le bouquin a pas mal circulé en Israël dans ce public-là. Et encore, cet été, en juin, pour Cyber Week, donc je t'avais parlé de la première conférence sur la cyberguerre qui durait à l'époque à peine une journée. Alors aujourd'hui, c'est 5 jours. Il y a les plus grands dignitaires américains, européens, etc. Moi, quand j'y vais, je suis plus du tout sur le super podium. Je suis relégué dans un fond de salle. Mais à nouveau, Netanyahou a évoqué, parce qu'il a reparlé de pourquoi il y a 7-8 ans, ils se sont vraiment posé cette question des cyberconflits. Et parmi toutes les choses qu'il a pu voir à ce moment-là, évidemment le rapport que lui avait donné Ben Israël, les choses qu'il a peut-être pu voir des unités 8200 et autres en Israël, il a évoqué un roman de fiction qui lui avait permis de se projeter un petit peu et de voir qu'effectivement les choses pouvaient être beaucoup plus dures à cause de ce type de nouvelles armes. Et alors ce qui m'interpelle en fait, c'est de comprendre pourquoi des boîtes comme Pricewaterhouse ou que le MIT recommandent aux plus grandes boîtes d'aller vers des auteurs de science-fiction pour prédire, entre guillemets, l'avenir. Comment ça se fait que des auteurs puissent mieux envisager l'avenir que des experts, en fait ? Alors, je ne sais pas si les auteurs peuvent mieux envisager l'avenir, mais je dirais qu'ils envisagent plus d'avenir.
et que d'une certaine façon, l'auteur de fiction est une forme de réservoir d'hypothèses. Et là-dessus, c'est très intéressant pour essayer justement d'investiguer ces hypothèses. Je te donne encore une fois une petite expérience personnelle, hein. Mais donc quelques années plus tard, en 2015, il y a un think tank qui s'appelait Data and Society, qui est financé par Microsoft et la Fondation MacArthur, qui m'a demandé d'écrire une petite nouvelle sur le futur de la guerre, qui serve de base de discussion après avec des analystes, des experts de la Fondation MacArthur, du CNRS. Bon, moi j'avais travaillé, donc on a fait ça sur une grande après-midi sur le futur de la guerre. Il y avait d'autres auteurs de fiction qui étaient venus pour écrire, l'un une fiction sur le futur de la ville, l'autre sur le futur de la médecine, l'autre sur le futur du travail. Et à chaque fois, l'idée était la même. On utilise l'imagination de l'auteur pour essayer d'identifier des hypothèses, des questions de recherche qui vont être après la base pour peut-être des réflexions, on va dire, plus structurées. Et ce que je te dis là, moi, évidemment, ça m'a beaucoup surpris. Alors, j'essaie de comprendre un petit peu dans l'histoire, dans le passé, y compris dans l'histoire militaire, s'il y avait déjà eu ce type de cas. Si tu veux, il y a un exemple assez frappant d'une personne qui a une influence extraordinaire et qui est un auteur de fiction. Le concept, par exemple, de la bombe atomique, l'expression de la bombe atomique, qui est fondamentale aujourd'hui dans nos relations internationales. Ce n'est pas une expression qui a été créée ni par un scientifique, ni par un militaire, ni par un politique. Le terme de la bombe atomique a été créé par un auteur de fiction, peut-être l'un des plus grands auteurs de fiction de science-fiction, H.G. Wells, dans un bouquin de 1913, The World Set Free, où, pour la première fois, il évoque cette nouvelle capacité de destruction. Alors, évidemment, il n'a pas toutes les connaissances techniques de l'époque. C'est pas de l'uranium, c'est du carolinium. C'est projeté par une petite grenade et ça fait une explosion qui ressemble à une explosion classique, sauf que ça ne s'arrête jamais. Bon. Mais l'idée qui est derrière, et ça c'est très important dans l'utilisation qui est faite de la science-fiction, c'est non pas les technologies en tant que telles, même s'il y a une vague évocation de ce que ça peut faire, mais l'impact sur la société des humains. Et dans le bouquin de H.G. Wells, eh bien, ça va totalement transformer la donne au niveau des relations internationales. Ce qui est effectivement ce qui s'est passé à partir de 1945 de Hiroshima et Nagasaki. Et pour te donner l'importance que peut avoir parfois une bonne intuition, c'est parce qu'il y a eu ce livre-là que, une dizaine d'années plus tard, Churchill, au Parlement, au milieu des années 20, commence à réfléchir sur l'utilisation militaire de l'armement atomique, et que même des scientifiques comme Léo Szilard, qui va participer au projet Manhattan, va commencer à réfléchir à la réaction en chaîne pour transformer une énergie en armement. Donc tu vois là l'influence, certains pourraient même dire presque peut-être perverse, d'une intuition forte et qui va transformer le monde, mais qui vient à la base d'un auteur de fiction. Bon, alors tu posais la question au niveau donc des entreprises privées, et on voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises privées, Intel, des gens pas mal dans les Silicon Valley, Magic Leap, qui a, je crois, 3 ou 4 auteurs de fiction qui ont été embauchés, dont Neil Stephenson, l'auteur de Snow Crash, Oculus, Lucky Palmer, qui distribue le livre Ready Player One à tous les nouveaux employés. Bon. L'utilisation là de la fiction, elle est importante, à mon sens, pour plusieurs raisons, dans le monde privé. Le premier, à nouveau, c'est pas tant prédire l'avenir qu'essayer de voir jusqu'où une transformation technologique peut aller, et en particulier quel peut être l'impact dans le monde des hommes. Amir Bani Fatemi, qui est le patron de X-Prize AI, a cette phrase que je trouve très intéressante, où il dit que lui, dans tous les panels qu'ils utilisent dans le concours X-Prize, il va prendre des auteurs de fiction pour essayer d'identifier ce que lui il appelle le end state. Donc cette transformation, jusqu'où elle va aller. Et à nouveau, comme je te disais, il n'y a probablement pas une transformation, il y a plusieurs transformations. Donc il est encore plus intéressant non pas d'avoir un auteur de fiction, mais un panel d'auteurs de fiction pour voir tout un ensemble d'hypothèses. Et à partir de là, donc, non seulement identifier les end states, mais derrière, construire des scénarios et voir quels peuvent être les effets de répercussion dans la société des hommes. Et c'est là où c'est le plus passionnant dans la fiction. Et alors, du coup, et là, on va commencer à faire peur aux gens, peut-être. Quand on préparait, tout à l'heure, on parlait de Black Mirror.
Et tu me disais, le problème de Black Mirror, pour ceux qui connaissent la série anglaise qui passe sur Netflix, c'est qu'il se projette pas assez loin. C'est-à-dire qu'en fait, on y est déjà quasiment. Comment toi, qui du coup regarde beaucoup de fiction, ou en tout cas s'intéresse pas mal au sujet, tu envisages la société de demain? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a énormément d'innovations technologiques. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a pas grand-chose, pour le coup, de très intelligent qui soit sorti sur l'IA. En tout cas, en termes de fiction. Mais il y a aussi la robotique qui fait peur à beaucoup de monde, parce qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup de gens qui font du marketing de la peur avec l'IA en particulier. Et la robotique en disant que les humains ne vont plus servir à rien. Harari, d'ailleurs, en parle dans son dernier bouquin en disant que finalement, le problème, c'est même pas tant le chômage, c'est que les gens, comme les chevaux au début du 20e, quand on a inventé la voiture, ils seront inutiles en réalité. Comment toi, t'envisages les années à venir, ou en tout cas, alors sans faire de la fiction prédictive, mais de ce que tu as pu voir qui te semblait intéressant en tout cas? La question qui est passionnante, en fait, c'est que, à la fois... C'est pas la mienne. Je plaisante. Elle peut l'être. À la fois, il faut être capable de s'extirper de tous les anthropomorphismes qu'on peut avoir, et on va reparler du robot, et en même temps, essayer de voir les déterminants profonds de qui nous sommes, et en même temps, comment ces choses-là vont changer. Bon. Quand je parle d'anthropomorphisme, la question du robot, c'est une des questions les plus connes qu'on peut avoir. Parce qu'évidemment, dès qu'on voit quelque chose qui ressemblerait à une autre espèce, on a cette réaction un peu animale. Tiens, voilà une autre espèce qui est peut-être là, venue pour nous bouffer ou pour nous dominer. C'est Terminator, tu fais la référence. C'est Terminator, exactement, qui a été une de mes inspirations, je le dis. Et en même temps, qui est totalement fausse, dans le sens où nous, Homo sapiens, on est une espèce très particulière. On appartient à la famille des grands primates. Et cette famille des grands primates a le malheur d'avoir comme caractéristique, pas pour tous, mais pour certains de nos congénères comme les primates, la capacité à tuer et surtout à tuer des adultes, ce qui est relativement rare dans le règne animal. En même temps qu'on a cette capacité à vouloir dominer la société dans un type de société dite fusion-fission qu'on trouve chez chimpanzés, chez Homo sapiens, qui est relativement flexible. Ce qui fait qu'à la fois on a, entre guillemets, nous et les chimpanzés, on a développé des formes politiques beaucoup plus flexibles, mais aussi qui se gèrent par la violence et en fait par le meurtre. Il y a des cas, Franz de Waal parle de ça, où on voit des groupes de 5 à 7 jeunes chimpanzés mâles qui vont patrouiller aux frontières de l'espace fourragé dans lequel se trouve le groupe, et dès qu'ils voient un congénère mais qui vient d'un autre groupe, eh bien ça va parfois se passer très très mal jusqu'au meurtre, voire même le meurtre avec mutation génitale. Bon. Donc tu vois, il n'y a pas que l'homme qui est capable de torturer, mais ça a évidemment beaucoup d'écho. Mais je te rassure, entre guillemets, il y a aussi chez les grands primates des espèces comme les bonobos où l'essentiel des conflits n'est pas réglé par la violence et le meurtre, mais par le sexe. Alors ça aussi, ça peut choquer, mais c'est une autre façon de gérer les conflits, etc. Et puis il y a d'autres sociétés où les hiérarchies sont totalement fixes dès la naissance, avec une reine, etc. Bon. Et quand on voit ces pauvres robots qui arrivent, on oublie que, les robots, sauf si on le programme en tant que tel, mais ils ne sont pas là pour se reproduire. Un robot, il n'y a pas de robot mâle et de robot femelle. Il n'y a pas de robot mâle qui est là pour essayer de conquérir un maximum de robots femelles. Donc, cette projection-là est idiote. Et d'autre part, et de façon même encore plus forte, le robot, à la différence de l'homme, n'a pas peur de mourir. À nouveau, sauf si tu le programmes pour. Mais à la base, un robot, il est commandé par quoi? Par un bouton switch on-off. Et quand tu le mets sur off, il est mort. Et quand tu le mets sur on, il est en vie. Donc en gros, ces questions de vie ou de mort, il s'en fout. À nouveau, sauf si tu le programmes pour ça. Bon. Donc, la projection anthropomorphique de l'espèce robot est un petit peu absurde. À côté de ça, il est important d'essayer de comprendre à la fois ce que nous, espèces humaines, quels sont nos ressorts les plus importants, et comment les choses peuvent changer. Tu vois, il y a quelque chose d'assez subtil dans un travail de prospectiviste, à voir quels sont les invariants et quelles sont les transformations. Donc, tu me parlais d'une question de projection, je vais rebondir sur Hariri. Je ne crois pas du tout à l'existence d'une société hyper hiérarchique, hyper inégale, comme un équilibre stable pour notre espèce. Et d'une certaine façon, on le voit déjà. Oui, on est en plein dedans. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Bon, donc, c'est-à-dire qu'une société trop inégale sera une société qui va exploser.
Donc il y a deux équilibres en fait. Ça, c'est Piketty, typiquement. Exactement. Mais et donc on en déduit deux équilibres possibles. Soit on va jusqu'au bout du drame, ce qui est possible, en particulier avec l'arme atomique. Et ça, c'est aussi une des qualités de l'auteur de fiction, c'est qu'on ne doit jamais avoir peur d'aller jusqu'au bout de son imaginaire. Ce que dit un peu Churchill dans son discours de Harrow, en 1941. Il faut aller jusqu'au bout de l'imagination. Et donc, il est possible qu'on disparaisse de la surface de la Terre, ou il y a un autre équilibre qui serait, on arrive vers une société plus égalitaire. Et moi, à titre personnel, quand je vois les transformations du digital, ce que justement cet univers du digital a en soi, un univers où la valeur la plus importante, c'est celle de la création de l'information la plus pertinente, et que je regarde d'autres modèles sociétaux, ou même dans la nature, de formation, de structure d'organisation, où on arrive à développer le plus d'informations le plus rapidement et c'est le mieux réparti, je me rends compte que ce que l'on voit soit dans ce qu'on appelle les sociétés résilientes, c'est-à-dire les sociétés qui sont capables de s'adapter le plus rapidement, ou même dans un organe très particulier qui existe dans l'univers, dont l'objectif est la recherche d'informations la plus pertinente et qui s'appelle le cerveau, on retrouve dans ces deux cas des sociétés qui sont relativement égalitaires. C'est le cas des sociétés frugales qui vont apparaître, les sociétés des premières vagues d'immigration, les États-Unis, Israël au démarrage, qui sont relativement résilientes parce qu'il y a beaucoup d'égalité. C'est aussi le cas, justement, du cerveau. Tu peux projeter le cerveau comme une société de neurones. Or, sur les 10 puissance 15 neurones qui existent dans le cerveau, il n'y a pas de neurones plus grands que l'autre, d'une part, et d'autre part, pour la plupart des neurones, pas pour tous, mais pour la plupart des neurones, il y a à peu près le même nombre de connexions, à savoir autour de 10 000 connexions par neurone. Donc tu vois des formes d'égalité. Bon, ça pour moi, c'est un élément de projection, et donc si tu me demandes à quoi pourrait ressembler la société de demain, soit on est tous morts, ce qui est possible, mais ça c'est pas très intéressant, c'est une option. C'est une option. Voilà. Soit on arrive à un équilibre, et dans cet équilibre, on va voir une société où on va être tous empuissantés, pour utiliser un mot affreux, mais qu'utilise parfois mon ami Jérôme Cohen. Empowered. Empowered, je ne sais pas comment le dire, avec ces nouvelles technologies. Bon. Et donc, une société où on est entouré de robots, que ce soit des agents automatiques ou soit des robots physiques, parce que le coût de tout ça va considérablement descendre. On le voit déjà, le coût unitaire d'un robot industriel, il était autour de 130 000 $, il y a de ça une quinzaine d'années, il pourrait atterrir vers les 10 000 $ au milieu des années 2020. À la fois, c'est évidemment extrêmement anxiogène, mais en même temps, c'est le fait que n'importe qui d'entre nous pourra avoir, au bout de ses doigts, une flopée de machines avec lesquelles on peut pouvoir construire et faire beaucoup plus de choses. Et donc, si tu me demandes la société de demain, moi je te dirais, c'est une société, si on arrive à trouver les phénomènes d'égalisation nécessaires, c'est une société où nous aurons tous des serviteurs automatiques qui seront là pour nous aider ou à réfléchir ou à faire, ou même nous, en tant qu'êtres humains, nous serons augmentés par ces formes d'intelligence, alors plus ou moins à l'intérieur de notre cerveau, j'en sais rien, mais ça pourrait être juste des lentilles connectées ou d'autres choses. Mais nous allons devenir des êtres beaucoup plus forts, intellectuellement, et donc capables d'imaginer, de créer, de produire de façon beaucoup plus amplifiée qu'aujourd'hui encore, on l'imagine. Mais si on va par là, et alors je vais faire référence à un film dont je ne me souviens pas le nom, mais Bienvenue à Gattaca, dont je me souviens le nom, on pourrait imaginer que seuls les riches peuvent se faire augmenter et les pauvres, pas vraiment en fait. Non, parce que si on vit dans ce type de société-là, ça sera la guerre, la révolution, la guerre. Ce que tu disais au début. Et voilà, et la fin. Donc moi, je n'y vois pas du tout là un équilibre possible. Bon. Et du coup, on est loin de la vision un peu horrible de Black Mirror dans ce que tu décris. Parce que dans ce que tu décris, on est plutôt dans une société égalitaire. Oui, encore une fois... Parce que la vision de Black Mirror, elle est quand même plutôt négative. C'est une vision très négative de la technologie. Elle est intéressante en fait aussi, mais très souvent, elle a 5 ans d'avance sur ce qui arrive. Tu prends l'épisode Nosedive, où tout le monde est noté en fonction, on va dire, et c'est ce qui se passe en Chine aujourd'hui, ce qui va être mis encore plus en place à partir de 2020-2021. Tu prends l'épisode Be Right Back,
où une femme vient de perdre son mari, et en utilisant l'information sur les réseaux sociaux, toutes les expressions et les photos, etc. de son mari, on va recréer un avatar par l'intelligence artificielle. Bon, il y a une société qui s'appelle Ether9 qui essaye déjà de faire ça aujourd'hui. Donc, d'une certaine façon, Black Mirror est intéressant parce que quelque part, il pose des problèmes éthiques, mais qui sont déjà quasiment les problèmes que l'on pourrait avoir aujourd'hui. Bon. Mais si tu veux te projeter à 10, 15, 20 ans, ce qui est aussi nécessaire, ce que demandent d'ailleurs certaines entreprises qui vont faire appel à des auteurs de science-fiction. Il y a même une start-up aux États-Unis qui s'appelle SciFuture, avec des panels d'auteurs de fiction et donc des groupes, des Nike, des Boeing, des Walmart qui vont utiliser ces panels pour essayer de se projeter justement à 10 ans. Bon, c'est là où, à nouveau, je pense que tu peux avoir le principal intérêt d'avoir des auteurs de fiction. C'est ce que faisait Intel. Intel a été un des pionniers là-dedans parce que le problème, entre guillemets, d'Intel, c'est d'avoir des architectures de microprocesseurs qui allaient durer 7 à 10 ans, grand max, mais quand même très longtemps. Et donc, il fallait essayer d'imaginer, lorsqu'on sort la puce, de voir un petit peu quels pourraient être les usages au-delà, donc à 7-10 ans. Donc c'est pour ça qu'eux, ils ont été assez pionniers dans l'utilisation des auteurs de fiction. Encore une fois, avoir cette projection. Et cette projection, si tu me demandes un petit peu les ingrédients de base qui permettent d'aider à réfléchir, entrer dans la cuisine de l'auteur de fiction, il y a à la fois avoir quelques idées sur des technologies, être capable de les choquer avec un environnement social, humain, et en fait, à chaque fois, essayer de voir un petit peu justement ces invariants humains. C'est là que se trouve pour moi l'intérêt de cette approche-là, c'est à la fois se projeter en termes technologiques de la façon la plus forte, comprendre donc quels sont les éléments de base de la société humaine. On parlait par exemple des inégalités sociales, qui est une espèce de chose forte. Le fait qu'on continue à vivre dans ce capharnaüm, cette anarchie des relations internationales, pour reprendre l'expression de Kenneth Waltz, et c'est ce que j'avais un petit peu essayé d'imaginer donc dans Babel Nuit Zéro. Qu'est-ce que ça donne si tout d'un coup il y a un nouveau type d'armement dans l'espace dans lequel on vit, cette espèce de relation internationale qui va se fragmenter de plus en plus avec de nouvelles puissances émergentes, etc. Et puis après, on peut même réfléchir sur à la fois l'être humain et la politique. Un autre exemple de vision qui est pour moi assez fondamental pour parler de politique. Bon. Au tournant de la société d'information qui émerge avec le 19e et le 20e siècle, d'abord la réduction des coûts d'impression qui va permettre la diffusion de certaines idées comme le libéralisme, le socialisme, le nationalisme, et puis après, au-delà des moyennes masses au XXe siècle, la radio, qui va peut-être aider d'ailleurs le totalitarisme, mais aussi tous les moyens de masse, les journaux, la télé, et puis tout ça qui va se fragmenter, ce qui va aider d'ailleurs la diffusion des messages de la société civile. Tu as eu une offre politique qui s'est fondamentalement enrichie. Tu as eu aussi l'impact de systèmes d'information. À savoir, on est dans une époque au 19e siècle où le livre est encore roi, et le livre, tu ne peux pas vraiment dialoguer, et c'est pour ça que tout d'un coup, le manifeste du communisme, le Capital, de Karl Marx, devient comme une sorte de nouvelle Bible. Bon, et qu'on va suivre de façon un petit peu aveugle, et puis qui va être réinterprété par certains prophètes, comme Lénine, Mao, etc., comme une religion. Bon. Mais tu vois l'impact de la technologie d'information sur la manière dont s'expriment des idées politiques. Bon. Il y a pour moi une innovation dont aujourd'hui on ne parle pas assez, mais qui commence à être assez fondamentale, au-delà de l'intelligence artificielle, au-delà même de l'informatique quantique, c'est des choses-là qui vont prospérer, se développer, mais qui vont peut-être aider à un use case fondamental qui est celui de la simulation. Et la simulation aujourd'hui, on commence à en saisir l'importance, par exemple, sur les questions de cyberdéfense. Parce que comment tu arrives à comprendre dans une ville que si tu coupes l'électricité ici, ça va faire mal, et là, pas du tout. Et puis à partir de quel moment, si tu coupes l'électricité partout, ou certains systèmes d'information, ou l'arrivée d'eau, à partir de quel moment c'est gênant, très gênant ou très grave. Tu ne le sais pas trop, et pour ça, tu peux faire des simulations. Bon. Et tu le fais aussi dans l'industrie. On développe de plus en plus de ce qu'on appelle les digital twins. Et puis donc, on va Bon. Donc, tu as l'émergence petit à petit de différentes formes de simulation, des miroirs du monde. Pour des villes,
peut-être demain pour des entreprises, en particulier pour les questions de cyberdéfense, Oui, pour les crises, tout simplement. voilà, et aussi pour les êtres humains. Bon. Un de mes, on va dire, paris, c'est que dans le monde de demain, qui pourra arriver dans 10, 15, 20 ans grand max, on va avoir des simulations de plus en plus sophistiquées de différentes structures, technostructures, celle d'une ville, comment tu pilotes une ville, et comment tu pilotes une nation, qui est un ensemble de villes, quelque part. Et comme ces choses-là sont du logiciel, elles peuvent être distribuées. Monsieur le maire peut offrir l'accès à l'opposition, mais elle peut aussi l'offrir à tous les citoyens. Ce qui permet de faire des projections sur les conséquences. Exactement. Et d'une certaine façon, tout le monde, entre guillemets, peut réellement devenir politicien et participer d'une façon encore plus concrète au dialogue municipal, peut-être même au dialogue national. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ces technologies de l'information, ces simulations, pourraient être à nouveau une nouvelle forme d'égalisation, où chacun d'entre nous, nous sommes des politiciens aussi aguerris que telle ou telle personne, et nous pouvons jouer avec un modèle du monde. Et ces choses-là ne sont pas figées dans des idéologies ou dans quelques équations macroéconomiques, mais désormais dans des choses qui sont beaucoup plus vivantes, avec lesquelles n'importe qui peut réellement participer. Et ça, c'est une forme de révolution politique aussi. Oui, c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, je crois que les politiques ont du mal à avoir ils voient le coup d'après, mais ils ont du mal à voir toutes les conséquences de leurs décisions. C'est hyper intéressant. Enfin, et du coup, ce podcast s'appelle Vlan, comme tu sais. À qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui? Bon, alors, à nouveau, je voudrais gentiment claquer la porte à Hariri. Ah, t'aimes pas Harari? Oui. Harari, pardon. Juste pour dire que il n'y aura pas de classe des inutiles. D'accord. Ce n'est pas possible. Soit on va tous disparaître, ce qui n'est pas très gai, mais qui est une possibilité. Parce que, oui, alors, il y aura trop de tensions et on finira, comme on l'a connu dans les années 30 d'ailleurs, hein, et comme on le voit déjà, par des populismes d'extrême gauche ou d'extrême droite qui finiront par nous entraîner dans des formes de guerre qui sont facilitées d'ailleurs aujourd'hui avec les cyberarmements. Soit nous arriverons à une forme d'équilibre autour donc, de ces sociétés égalisées aussi grâce aux technologies de l'information. Lequel des deux scénarios va gagner, je ne sais pas. Alors là, pour être très franc, les choses peut-être se jouent à pile ou face. Mais un système où on aurait des inégalités stables et très larges et très fortes, avec des inutiles et des très forts. Je pense qu'on arrive à la fin de ce système-là, de toute façon. Donc, il me semble. Et tu le vois dans toute l'histoire de notre développement. Hein, juste un dernier scénario, on va dire, de science-fiction. Imagine que demain, on a l'homme augmenté, qui fait qu'on n'a pas des personnes qui ont 70 de QI ou 150 de QI, mais tout le monde a 1000, ou tout le monde a 10 000. Bon. Tu pourrais me dire, ok, mais peut-être que les riches ne voudront pas le faire. Sauf qu'au niveau national, pourquoi avoir une nation avec juste 100 000 doctorants, ou équivalent PhD, quand tu pourrais avoir une nation avec 10 millions de doctorants PhD? Et ce type de calcul-là, il faut bien le voir que nous l'avons déjà vécu et déjà fait. L'éducation pour les femmes, qui était quelque chose d'absolument impensable il y a de ça un siècle, aujourd'hui, heureusement, la plupart des femmes, comme la plupart des hommes, ont libre accès à une éducation de qualité, et c'est ce qui fait qu'on a une société qui fonctionne bien et on crée plus de richesses. Bon. Et de même, on est capable, et il faut encore beaucoup d'efforts là-dessus, mais d'offrir de l'éducation de qualité, gratuite, à tout le monde, quel que soit son milieu d'origine. Bon. Mais on a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais on l'a fait pourquoi? Certains pourront dire par altruisme, mais je pourrais aussi dire par calcul économique. Hein? Et quelque part, c'est peut-être un peu moche de le dire, mais le fait qu'il y a un calcul positif, même pour les élites, pour se dire il faut offrir l'éducation de meilleure qualité, il faut offrir cette augmentation pour tous les êtres humains, c'est aussi quelque part une forme d'espoir. Parce que ça veut dire que tout le monde voit là-dedans un objectif positif de développement pour l'ensemble des membres d'une société. Super. Merci beaucoup. C'est moi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues.
Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.